On ne se lasserait jamais assez de vous remercier pour votre constante fidélité à Cherifla TV. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale africaine et internationale. Le CENOSAF, Comité national d'organisation du sommet Afrique-France, vient de procéder ce samedi matin à l'esplanade du Palais de la Culture au lancement officiel de l'opération Bozo qui consiste à assainir les berges du fleuve Niger dans le district de Bamako. Cérémonie placée sous la présidence de la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga. Fidel Castro, la grande figure emblématique de la révolution cubaine, a tiré sa révérence dans la soirée du vendredi 25 novembre 2016. Une disparition qui plonge la Havane, tout le Cuba, dans un deuil national de 9 jours. Des condoléances affluent des 4 coins de la planète, notamment celle du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Elle, commandante, s'est éteint à l'âge de 90 ans. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Cherifla TV. Nous sommes le samedi 26 novembre 2016. C'est une synergie d'action sous l'impulsion du CENOSAF avec le comité d'organisation de France ainsi que les autorités maliennes pour le nettoyage des berges du fleuve Djoliba, encore appelé Issaber, en vue de la tenue du 27e sommet Afrique-France dans la capitale malienne. 400 volontaires formés pour cette opération Bozo pour passer au crible les moindres recoins des berges et du lit du fleuve Niger. Pour mener à bien leur mission, ils ont reçu au cours de cette cérémonie officielle des équipements adéquats composés de pirogues motorisées, des tenues, des gilets de sauvetage et bien d'autres. Je vous propose de suivre cet élément. Tous les officiels présents à cette tribune partagent le même constat selon lequel notre patrimoine commun, le fleuve Niger, est gravement menacé tant la pollution de l'eau devient pesante. Les poissons risquent de disparaître à cause, entre autres, de la prolifération de plantes aquatiques, des dépôts d'ordures et du déversement de produits toxiques dans le lit du fleuve. Je dis bien cérémonie fortement souhaitée car il s'agit de la remise de matériel marquant le lancement de l'opération assainissement des berges du fleuve Niger dans le district de Bamako. Madame la Première Dame, par ma modeste voix, le Comité national d'organisation du sommet Afrique-France vous remercie pour votre disponibilité, votre constante implication à nos côtés et votre soutien sans faille aux activités d'assainissement et de la promotion du sport. Cette opération Bozo, sous l'initiative du Comité national d'organisation du sommet Afrique-France, vient compléter la volonté des autorités maliennes à travers le département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable à assurer pleinement la mission de sauvegarde du fleuve Niger. Engagement du gouvernement malien qui s'est traduit par la création en 2002 d'une structure nationale présentée à la COP 22. Le fleuve Niger, au niveau de toutes nos grandes villes et particulièrement à Bamako, se trouve dans un état de dégradation sans précédent. Le spectacle, certes, est désolant. Doit-on l'imposer à nos visiteurs, à nos amis et à nous-mêmes? Je peux vous rassurer de l'engagement du gouvernement de la République du Mali et de la détermination de mon département à mener à bien la mission de sauvegarde du fleuve Niger qui lui a été confiée à travers la création d'une structure dédiée à cela en 2002. Aussi faut-il rappeler que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République, s'est constitué en ambassadeur et grand défenseur de la cause du fleuve Niger. À titre d'illustration, il disait à la tribune de l'OCDE le 22 octobre 2014, je cite, « J'alerte sur le sort du fleuve Niger. L'histoire connaît le sort des fleuves et cours d'eau qui ont disparu. Je ne souhaite pas cela pour mon pays. » Et suite au sommet de Lomé sur les océans, il disait encore « L'on sait le rôle du fleuve, des cours d'eau dans l'équipement, le développement du pays. La capacité d'emport du fleuve n'a rien à voir avec la capacité d'emport par route. » Fin de citation. Je salue les volontaires pour leur engagement patriotique et les exhorte à être assidus, attentifs et à observer les conseils reçus des techniciens de l'ABFN, qui continueront bien sûr à assurer leur encadrement durant tout le processus. La première dame s'estime particulièrement heureuse et fière de cette initiative qui revêt un caractère hautement significatif pour la sauvegarde de notre héritage jadis nourricier depuis des lustres. Mesdames et messieurs, la présente activité, au-delà du festif, revêt plusieurs significations. Elle est d'abord l'expression de la volonté affichée du comité d'organisation d'œuvrer sans cesse pour la mobilisation sociale
autour du sommet que notre pays a le bonheur, mais aussi la redoutable charge d'abriter au mois de janvier 2017. Ensuite, Opération Bozo participe non seulement à l'embellissement des alentours immédiats de l'espace devant être le théâtre du sommet, mais aussi de tout le district. Elle traduit en même temps le sens du patriotisme des jeunes descendants des maîtres de l'eau qui, mieux que quiconque, connaissent l'apport pluriel du fleuve. Elle appelle au respect et à la préservation de la chose publique. Je voudrais saluer l'engagement des jeunes Bozo à démontrer qu'il est possible de préserver notre Djoliba, notre Issaber. Rendre un hommage mérité au président du comité et à tous ses partenaires pour cette belle initiative civique et vitale. Mesdames et messieurs, le fleuve Niger, anciennement Djoliba ou Issaber plus que la sève nourricière, est aussi et surtout la promesse d'un développement durable bâti autour de la sécurité et de la souveraineté alimentaire de tous les pays riverains. Nul n'ignore les aspects économiques, sociaux et culturels de ce cours d'eau. Il demeure ainsi une chance et une véritable espérance pour les populations. Ensuite vint le moment tant attendu de cette cérémonie officielle, la remise des équipements composés de plusieurs lots. Le plus consistant composé de pirogues dont certaines équipées de moteurs hors bord, équipement remis par la première dame en personne. Le temps fort de cet événement a été sans nul doute la démonstration des pas de danse folkloriques émaillés de quelques exhibitions de marionnettes, de l'hippopotame, emblème du pays, et du caïman, symbole de la capitale, encore appelée la ville des trois caïmans. Une grande course de pirogues a sanctionné cette grande cérémonie pour illustrer tout le savoir-faire des Bozo. Les 6 communes du district de Bamako, représentées chacune par une équipe de pirogues, se sont lancées dans une course de vitesse sur un aller-retour distant de près de 2 km. Au final, la commune 4 arrive première en empochant la coquette somme de 200 000 francs CFA, suivie de la commune 2 qui occupe la deuxième place avec 150 000 francs CFA. Puis la troisième équipe, celle de la commune 5, qui n'est pas partie les mains vides, elle a reçu 100 000 francs CFA. Tout ce beau spectacle offert aux invités de marque témoigne de l'excellente hospitalité légendaire malienne avant même le jour J du sommet Afrique-France. Très fort, très sportif, et donc je suis absolument heureuse de voir cela. Je pense que c'est une belle chance que le sommet puisse donner l'occasion de lancer des actions qui, comme l'a dit le président du CNOSA, seront des actions que nous espérons durables. Voilà. Voilà des actions que nous espérons durables, des propos de l'ambassadrice de France au Mali. Une autre cérémonie, celle consacrée à la sortie de la 3e promotion de l'Université Sahel. Au total, 40 étudiants de cette université viennent de recevoir leur diplôme de fin d'études. Ils font désormais partie de la plus prestigieuse promotion qui porte le nom du grand historien Mohamed Kati. Cette cérémonie a été placée sous le haut parrainage de l'ancien Premier ministre du Mali, Ousmane Issoufi Maïga. Notre équipe de reportage était également présente dans les locaux de la dite université et l'équipe est composée d'Amadou Kamara et de Mohamed Sidibé. Cette célébration de sortie de la 3e promotion de l'Université du Sahel, portant le nom de l'éminent historien Mahmoud Kati, est une aubaine dans le paysage éducatif de notre pays. Ainsi se répètent les occurrences heureuses dans les champs de la science et de la connaissance au sein de l'Université du Sahel. Nous célébrons aujourd'hui la sortie de la 3e promotion de notre université. Promotion portant le nom d'éminent historien Mahmoud Kati. L'Université du Sahel se vertit à apporter sa pierre à l'édifice du pays de façon vivace, voire dans toutes les sous-régions. L'enseignement et l'éducation étant un pari gagnant dans la stabilisation, la croissance et le développement d'un pays, l'ONG Al-Farouk, initiatrice de ce projet de l'université, y beaucoup misé. En effet, ils sont au nombre de 40 étudiants répartis dans les filières suivantes. 31 sortants de la faculté des études islamiques et la langue arabe et 9 sortants de la faculté de l'informatique qui sont tous détenteurs des licences professionnelles du système LMD. Très chère assistance, il n'est pas superflu de rappeler que le jour de la sortie d'une promotion
est un jour à la fois remarquable et exceptionnel. Oui, un jour de couronnement de plusieurs années d'efforts, d'abnégation et d'assiduité sur le chemin de la recherche acharnée du savoir. C'est aussi un jour de grande joie et d'immense bonheur pour nous les sortants, nos familles, nos formateurs et la République. Ainsi, nous arrivons au terme d'une formation dont la qualité, sans aucune complaisance, est avérée et reconnue de tous. L'Université du Sahel compte à son sein 529 étudiants de toutes filières et facultés confondues au titre de l'année académique 2016-2017. Quoi de plus normal quand on sait qu'aucun pays au monde ne peut prétendre à un vrai développement sans la formation de ses ressources humaines en qualité et en quantité. C'est le lieu de remercier l'Université du Sahel et ses partenaires techniques et financiers pour son choix judicieux d'accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans son combat de transformer le Mali en un pays émergent dans la voie du développement. Cet accompagnement est salutaire à plus d'un titre, car il permet de lier le présent du pays à son passé, car la langue arabe a été le médium d'enseignement qui a permis de conserver l'histoire des peuples soudanais avant l'arrivée des autres langues étrangères. Or, la compréhension de l'histoire contribue à la formation du patriote, crée en lui l'esprit de sacrifice pour la construction du pays et le travail pour son développement. La sortie d'une promotion est toujours un événement heureux, un événement plein d'espoir, parce que vous rentrez des deux pieds dans la vie active de la société. C'est-à-dire, vous allez commencer à travailler, vous allez commencer à participer à l'édification de votre pays, à l'édification de l'Afrique et à l'édification du monde. Parce que les savoirs acquis, grâce à Dieu, grâce à vos professeurs, grâce à la science, vous allez les mettre au service de toute la communauté. Cette université qui s'évertue au renforcement et à l'amélioration de la culture de l'excellence dans notre pays. Un demi-siècle dans l'existence d'une personne ou même d'une structure se fête dans la plus grande joie et dans la plus grande dignité qui soit la célébration du 50e anniversaire de l'Institut islamique Nahar Djoliba. Au programme, plusieurs activités dans les locaux de cet institut à Badlabourou dans la commune 5 du district de Bamako. Ousmane Sogoré et Samba Traoré nous font le point ici. L'Institut Nahar Djoliba célèbre aujourd'hui son 50e anniversaire, une occasion pour les responsables de faire un rappel historique de l'Institut depuis sa création à nos jours. L'Institut Nahar Djoliba est une école médersa qui a été créée en 1966 sur initiative de M. Ahmad Kansaï, Saïd Kansaï, paix à son âme, sur une situation de son prof d'arabe qui enseignait au lycée Askia Mohamed. Donc l'école a été créée dans la concession de M. Ibrahim Kouma, paix à son âme, à Badlabourou, avant l'acquisition du terrain sur lequel l'Institut se trouve aujourd'hui. Donc après cela, l'Institut a évolué avec l'aide des personnes de bonne volonté, avec le soutien des pays arabes. Nahar Djoliba, c'est la première école médersa qui a introduit l'enseignement des matières scientifiques dans les médersa. Nahar Djoliba était un pôle d'attraction et pour les étudiants, et pour les élèves, et pour les professeurs qui voulaient apprendre ces matières scientifiques pour aller les dispenser dans les différentes médersa de Bamako et à l'intérieur. Donc aujourd'hui c'est un grand jour que nous nous retrouvions aujourd'hui pour célébrer cet établissement. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques et leaders religieux, notamment le représentant du ministre des Affaires religieuses et le ministre de l'Éducation nationale de base. En tout premier propos, nous devons rendre grâce à Allah, le très miséricordieux, qui nous a permis à nous associer tous à cette cérémonie de célébration des 50 ans
d'existence de la prestigieuse médersa Nar Djoliba. Le parcours de Nar Djoliba a-t-il, depuis des années, imposé du respect et établi la confiance des autorités de l'éducation pour l'inscrire alors au tableau assez sélectif des établissements du genre éligibles pour recevoir les élèves orientés de l'État. En effet, les médersas participent à la démocratisation de l'éducation, à l'élargissement de la base de nos enseignements, mais il est malheureusement à remarquer que très peu, à la différence de Nar Djoliba et d'autres références, parviennent à la hauteur de leur mission. La plupart des structures restent encore à la lisière d'une école coranique confessionnelle et de ce que devrait être et faire une médersa plutôt dédiée à préparer les enfants à la vie pratique en utilisant le médium de la langue arabe. Rappelons que Nahar Djoliba est parmi les toutes premières écoles ayant introduit les chants accompagnés d'instruments musicaux. La première médersa a intégré les matières scientifiques dans son programme grâce aux interventions de ses professeurs arabes. La cérémonie a pris fin par la remise des diplômes de reconnaissance aux pays arabes amis du Mali. Actualité hors de nos frontières, à présent, la capitale malgache Antananarive abrite du 26 au 27 novembre le 16e sommet de la francophonie. Ce grand rendez-vous sera marqué par des déclarations et résolutions qui engagent tous les pays ayant en partage le français. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de par sa diversité culturelle, saura transcender les difficultés pour faire entendre sa voix sur des dossiers brûlants de l'heure. Omar Kouyaté pour le commentaire. C'est parti pour le 16e sommet de la francophonie. Durant 2 jours, Antananarivo accueille les chefs d'État et de gouvernement ayant en partage la langue française. L'Organisation internationale de la francophonie confirme d'année en année son ancrage politique, économique et culturel. L'OIF affiche de plus en plus son ascension dans ses prises de position et de décision. Ainsi, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 sont inscrits au cœur des priorités de l'OIF. Madagascar planchera sur une douzaine de thèmes, dont entre autres le mariage forcé, le dialogue interculturel, la sécurité routière et la prévention de radicalisation. S'y ajoutent les crises politiques sur le continent africain, notamment au Burundi, au Gabon, en RDC et au Congo-Brazzaville. Au menu du rendez-vous également la question de l'adhésion de certains pays à l'OIF. Le sommet qui s'achève ce dimanche débouchera sur des résolutions allant dans le sens de la paix et la stabilité du monde. Vivement le 17e sommet. Sans aucune autre forme de transition, nous retrouvons tout de suite le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale, une compilation qui vous est offerte aujourd'hui par Marietou Diallo. De nombreux sympathisants de l'opposition gambienne ont manifesté vendredi près de Banjul, la capitale, dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 1er décembre. Ils réclament le changement à la tête du pays et souhaitent vivement la victoire du candidat du Parti démocratique uni, Adama Barrow, soutenu par une coalition de 7 partis d'opposition. Pour cela, il faudra vaincre le président sortant Yahya Jammeh en lice pour un 5e mandat. De son côté, la commission électorale indépendante gambienne s'est engagée à garantir aux 3 candidats un scrutin libre et transparent. Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé vendredi à un mini-remaniement gouvernemental, démettant 2 ministres, dont celui des Affaires étrangères, issus d'informations qui ont quitté la coalition présidentielle en raison d'un désaccord sur les législatives du mois prochain, selon un décret lu par le secrétaire général de la présidence. L'opposition avait boycotté les législatives de 2011, issues de la crise politico-militaire qui a ébranlé le pays. Réélu pour un 2e quinquennat en fin 2015, le président Ouattara avait choisi de laisser courir jusqu'à leur fin les mandats des députés. Trois soldats de la garde rapprochés de l'ex-président Blaise Compaoré sont de retour au Burkina Faso. Les sergents-chefs Roger Koussoubé, dit le Touareg, Zerbo Mohamed, Wekouri Kossé, qui s'étaient réfugiés en Côte d'Ivoire après la tentative de coup d'État contre le gouvernement de la transition en septembre 2015, ont été extradés vendredi 25 novembre.
Avec l'arrestation de ces 3 sous-officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, les autorités burkinabées fondent l'espoir que les juges en charge des dossiers de putsch manqués, de l'attaque d'un dépôt d'armes près de Ouagadougou en début d'année et de la récente tentative de coup d'État auront des informations utiles. Avec ces arrestations, le ministre de la Sécurité intérieure espère que ces dossiers connaîtront leur épilogue. Tout en remerciant les premières autorités ivoiriennes, le ministre d'État Simon Compaoré salue la collaboration entre les forces de sécurité ivoiriennes et burkinabées pour la stabilisation et la paix dans la sous-région ouest-africaine. Je vous l'annonçais en début d'édition, la Havane et tout le Cuba est endeuillé par la disparition de Fidel Castro à l'âge de 90 ans. El Comandante est mort ce vendredi 25 novembre 2016 à la Havane. L'annonce a été faite à la télévision nationale par son frère et non moins président de la République cubaine. Ce samedi, la tristesse se lit donc sur tous les visages et particulièrement dans l'île où le leader de la révolution, Fidel Castro, est prévu d'être incinéré. Voyons plus de détails avec Oumar Kouyaté. Cuba pleure la mort de son leader charismatique Fidel Castro. Le père de la révolution cubaine s'est éteint ce vendredi 25 novembre 2016 à l'âge de 90 ans à La Havane. Le leader Maximo est né le 13 août 1926 à Orin, à l'est de Cuba. Brillant étudiant, il entame les études de droit très jeune, à 19 ans, à l'université de La Havane. Là, c'était en 1945. Déjà, en 1953, il tente d'organiser une insurrection contre le général Batista. L'échec fut cuisant. Il a connu la prison et l'exil au Mexique. Malgré tout, l'homme à la conviction inébranlable arrive à bout du général Batista en janvier 1959. Ainsi, il rentre triomphalement à La Havane le 8 janvier 1959. Convaincu que le salut de Cuba se trouve dans le caractère socialiste de la révolution, Fidel Castro mène une politique de nationalisation des entreprises et se rapproche de l'Union soviétique en signant des accords commerciaux. Toutes choses qui pousseront les États-Unis à durcir le ton contre le Cuba. Ce refroidissement diplomatique s'est traduit par la fermeture de l'ambassade de Washington et l'embargo économique imposé sur l'île le 3 février 1962. La chute du régime soviétique en 1989 n'entame en rien à la marche de la révolution. L'homme au treillis est considéré comme un héros, un libérateur du peuple cubain, avec à la clé la lutte contre l'analphabétisme et la formation de beaucoup de médecins. Fidel Castro, pour un premier temps, cède le pouvoir temporairement à son frère Raúl Castro en juillet 2006 avant de le quitter pour de bon le 19 février 2008. Raoul et Obama officialisent le rétablissement de leurs relations diplomatiques le 1er juillet 2015. El Comandante s'en va. 9 jours de deuil ont été décrétés sur toute l'île pour lui rendre hommage. La figure emblématique est incinérée ce samedi. Voilà, dormez en paix, El Comandante Fidel Castro. Ainsi va la vie, ainsi s'achève aussi cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Je vous invite à suivre le bulletin d'information en langue nationale Bamanaka, une présentation de Kafouné Batili à 21h. Excellente suite de programmes en compagnie de Chérif La TV, votre chaîne de proximité. À très bientôt.